management, ça couvre plein de choses. Ça peut être management de projet, management des hommes. Toi aussi, tu as connu plusieurs managers d'ailleurs. Oui, complètement. C'est quoi les trucs que tu as retrouvés en commun, tu vois, par exemple? Je parle pas des qualités, des défauts des gens qui t'ont managé. C'est dans la gestion, dans ta gestion à toi, le fait qu'on t'a géré ton travail, etc. Peut-être un truc commun entre tous les managers que tu as connus. Oui, effectivement. Moi, j'ai connu 3 managers différents. Je pense que ce que j'ai vraiment retrouvé chez les 3, c'est la communication. D'accord, donc du coup, c'est vraiment quelque chose complètement essentiel, communiquer sur, autour des projets, de la personne, du travail qui a été effectué. Je pense que clairement c'est ça. Après, chez toi notamment, je retrouve des choses que je n'ai par contre jamais retrouvées ailleurs. Pour toi, est-ce que tu as un élément particulièrement différenciant par rapport à d'autres professionnels aussi que tu connais ou toi aussi tu as connu d'autres types de management? Oui, moi j'ai connu d'autres types de management et mon type de management vient en fait de l'analyse des managements que j'ai reçus. Ok. Voilà. Mais par l'inverse. Par le contre-exemple. Donc tu as pris des éléments que tu n'appréciais pas et tu as fait en sorte de ne pas les reproduire exactement. après. Donc, tu as des exemples tu parlais de communication tout à l'heure, tu as dit qu'il y a un élément qui est commun, en tout cas aux managers que tu as pu rencontrer, c'est qu'ils ont tous plus ou moins fait preuve d'actes de communication. On va faire simple, on va dire que c'est comme ça. Voilà. L'élément que j'ai peu ou pas connu, c'est justement l'aspect communication. Je fais bien la différence entre la communication et le dialogue. Ok. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. J'ai toujours pu dialoguer avec mes managers. Ça n'a pas été un sujet quand on a dû se dire les choses ou quand je devais aller les trouver pour leur dire... La porte était ouverte. Voilà, la fameuse porte était ouverte. Il n'y a pas de sujet. Okay. Par contre, la communication, pour moi, c'est, je pense que c'est à ça que tu pensais aussi quand tu as pris ce point commun entre tes différents managers, c'est la communication sur les projets, la communication sur tout ce qui peut être autour en fait du dialogue. C'est dire attention, il faut prendre ça en compte. Je suis désolée, là je vais être en retard, mais il y a tel et tel élément. Comment tu te sens aujourd'hui, etc. En fait, là on rentre vraiment dans une logique où on respecte la personne. Pour moi, la communication, c'est ça. C'est pas forcément aller voir quelqu'un pour quelque chose, mais c'est lui donner du feedback, lui donner des éléments clés pour que cette personne puisse comprendre à un moment donné des décisions, des actes, des réflexions, ou puisse mieux cerner la personnalité de la personne en face, pour qu'elle puisse aussi, en toute autonomie, identifier des fois, là, elle est un peu fatiguée, là, elle est un peu comme si, c'est dans son caractère, etc., et que ça favorise le dialogue. Que ça mette un petit coup de boost au dialogue. Mais en fait, toute personne dialogue. J'ai rarement vu des gens qui ne dialoguaient pas. Oui, mais est-ce que c'est construit, réfléchi par les actions qu'il y a ensuite effectivement, c'est... Pas forcément. Ouais, ok, je vois. Tu vois, ce que tu disais, la porte est toujours ouverte. En fait, ça, c'est une phrase, si tu veux, qu'on entend beaucoup chez plein de dirigeants de TPE. Mais j'ai pas besoin de formaliser, ma porte est ouverte. Effectivement, c'est la base. Que ta porte soit ouverte, c'est juste la base. Après, qu'elle soit ouverte tout le temps ou à des moments déterminés, enfin ça, c'est une organisation personnelle. Mais ta porte, tu peux pas dire je suis manager sans que ta porte, elle soit ouverte. C'est juste pas possible. Par contre, derrière, c'est partir du principe que les gens ont tous la même audace de venir frapper à ta porte et venir te parler. Et ça, c'est mal connaître les gens. On va voir, il y a des gens qui ont des facilités à venir parler et d'autres qui ont plus de difficultés. J'ai peur de gêner, j'ai peur de déranger, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille lui demander ça? Il y a des profils plus introvertis, d'autres plus extravertis. Donc, dire que la porte est ouverte, c'est une base. Par contre, derrière, il faut quand même créer des temps pour que les personnes elles aient un safe zone entre guillemets pour pouvoir dire là c'est mon moment, on vient me chercher sur certains sujets, si j'ai quelque chose à dire c'est maintenant. Après si la personne veut toujours pas dire ce qu'elle a à dire, à un moment donné c'est le bout du chemin, 50-50 mais au moment tu as créé l'opportunité. Et la porte est ouverte n'est pas une opportunité. C'est ça que je veux dire, c'est que j'entends et je comprends ce que ça veut dire, c'est j'ai plein de choses à faire, on est dans des bureaux à côté, s'il y a un sujet tu viens me voir, etc. Ok, mais ça crée, ça c'est pour le quotidien, ok. Peut-être pour des moments plus délicats ou même des moments de doute, etc. On a quand même besoin d'avoir un moment déterminé qui soit ce moment-là. Et ça peut être d'où
tout ce qu'a mis en place, on va dire, le législateur sur les entretiens professionnels, même si le cadre évolue, c'était l'idée de se dire qu'il y a un moment formalisé dans toute entreprise, qu'il y a au moins un salarié tous les 2 ans pour parler évolution professionnelle, carrière professionnelle de la personne. En partant du principe que, c'est au moins une fois tous les 2 ans, on se prend un moment déterminant pour parler de ça. Même si la porte est toujours ouverte, même si on peut parler formation, évolution de carrière, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est en capacité de la franchir facilement, quoi. Et tu disais tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que tu parles des profils des différentes personnes, de bien connaître son équipe, tout ça. Est-ce que pour toi, ça a été, quand tu as créé Opens, tu as embauché assez rapidement après la création? Oui, plus ou moins, plutôt, et puis ça a continué avec le temps, que ce soit sur des profils internes, mais aussi sur des profils de consultants avec lesquels on travaille de manière très régulière. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est difficile à cerner? Genre, est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu as appris ça? Est-ce que ça a été quelque chose d'inné? Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que quand on a créé Open, en tout cas quand moi j'en ai été à l'initiative, je te jure, j'ai démarré la boîte, j'ai dit, je m'en fous, je ne veux plus manager. Ah oui. Ah, mais on est super loin du coup aujourd'hui. Je sortais d'une expérience professionnelle un peu éprouvante en management. Quand je dis éprouvante, c'est que j'ai pas eu forcément des profils difficiles, mais des situations difficiles. Avec des personnes qui émotionnellement sont un peu lourdes et plein de raisons derrière. On pourrait y revenir plus tard si nécessaire. Mais quand j'ai dit je crée mon activité, je pense qu'en plus, réellement, je dis ça. Je veux créer mon activité. Je n'ai pas dit je veux créer mon entreprise. Dit, je veux... Et justement, j'étais là, je veux devoir de compte à personne. Donc là, c'était l'aspect plutôt hiérarchique. Mais aussi, derrière, je n'ai plus envie de gérer des personnes, des projets, etc. Je veux me gérer moi-même, et comme je sais que je suis hyper efficace, au moins je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. C'était un peu cette version-là. Et en fait, il s'est passé que de créer l'activité et pas l'entreprise, ça a super bien marché. Après, je pense que je me mentais à moi-même, parce que du moment qu'on a créé l'entreprise, même si je disais je crée une activité, je communiquais pas comme une indé. J'ai toujours communiqué comme une entreprise. Et d'ailleurs, ça nous a toujours fait sourire avec Yann, mais genre dans la première année d'Opens, quand les prospects nous appelaient, ils pensaient qu'on était 50. Parce que moi, je communiquais beaucoup au nom de l'entreprise, pas au nom de Virginie, quoi. Donc en fait, je pense que j'étais dans un petit déni, mais en tout cas, c'est ce que j'affirmais publiquement. Je ne veux plus manager maintenant. Effectivement, donc l'activité s'est bien développée. Et donc, à un moment donné, on était une croisée de chemin, quoi. C'est soit on dit non à des clients, et on reste à quelque chose d'assez simple, vision d'indépendant. Très bien, c'est pas le sujet, mais ou dans ce cas-là, on répond oui, mais il faut qu'on accélère. Et on peut pas accélérer seul. Voilà. Donc, que ce soit recrutement externe interne, c'est pour répondre à ta question. Et c'est à partir de là, en fait, finalement, qu'on s'est dit go, on recrute. Que ça soit des consultants indépendants pour venir rejoindre l'aventure de la marque Opens, parce que là, pour le coup, on était vraiment dans cette logique-là, ou en interne, des salariés, pareil, pour faire partie de l'aventure. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là où tu dis, c'est compliqué, parce qu'en fait, il faut recruter des personnes qui adhèrent finalement à ta vision, mais qui aussi vont mettre leurs pattes. Oui, c'est vrai. Laisser la place. Donc t'as un peu, tu cherches des compétences, mais tu cherches aussi un profil. C'est là que c'est un peu différent. C'est ça, et c'est ce qui me paraît, moi en tout cas, sans être manager, justement, c'est quelque chose qui me paraît très compliqué. Comment tu sais quel profil est au mieux adapté à quelle situation? C'est là que tu te plantes. C'est là. Voilà, c'est clairement, y a pas, c'est de l'humain, déjà, de base, on n'est pas sur des maths. T'as beau aligner toutes les méthodes possibles et inimaginables, et à un moment donné, l'être humain, il est par définition incaptable. Y a tellement c'est multifactoriel. Donc toi, tu vas sécuriser certains points, mais tu ne pourras pas tout sécuriser. La vie de famille, l'envie de la personne, un événement qui peut arriver, le Covid. C'est tout bête. Il y a plein d'éléments que tu ne peux pas sécuriser et qui influencent l'être humain. Donc en fait, en soi, c'est pour ça que je dis c'est multifactoriel et souvent tu te plantes et tu apprends un peu de tes erreurs. Après, il y a des choses que tu peux faire toi qui peuvent éviter quand même certaines erreurs. Déjà, le premier point, c'est de se dire tu ne maîtrises rien. Premier élément. Donc, c'est déjà pas mal. Il met toute une vie à, à comprendre ça. Premièrement, tu n'es rien, tu ne maîtrises rien. Moi, le Covid, sur ça, m'a beaucoup appris. Je suis une grosse névrosée du contrôle. Et depuis le Covid, j'apprends à vivre semaine après semaine. Avec une vision, une directrice, une ligne stratégique, mais semaine... Il faut quand même avoir la capacité, ça, de le faire.
Le Covid m'a mis une claque. C'est-à-dire qu'en fait, pour rappel, alors je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais je pense que c'est quand même vachement intéressant. J'ai lancé la structure, c'était en 2019. Oui. Je me suis... donc c'était avant le Covid. Mais j'ai névrosé du contrôle que je suis. J'avais quand même décidé de prendre du temps pour moi et de structurer bien les choses. J'avais envie de développer le site internet, j'ai développé le site internet, je voulais développer les offres, etc. Donc je travaillais un petit peu, mais avec mon réseau, sans communiquer clairement sur l'existence de l'entreprise, aller chercher de nouveaux clients, dans de nouvelles, sur de nouveaux produits, offres, etc. Bon bref, donc du coup, tout ça, ça a mis un peu de temps. Ce qui fait qu'en fait, le lancement officiel, ça a été fin 2019. Oui, coucou les gars, regardez mon site internet, il est là, l'équipe est au top. L'équipe qui était composée de 2 personnes, mais c'est une équipe. Oui, d'accord. Nous êtes d'accord. Donc bon, on était dans cette logique-là, je lance ce truc. Et là, premier carnet de commandes qui tombe finalement assez rapidement sur le premier trimestre 2020. Donc à cette époque, Occitanie, je fais un zoom, Hérault, je fais un zoom Montpellier, on dépassait pas l'Hérault, je dirais, allez, peut-être un peu dans le Gard, etc. Plein d'entreprises avec qui nous ont sollicité sur plein de sujets. Donc finalement, des formations qui ont été vendues, de l'accompagnement qui a été vendu, etc. Donc sur le premier trimestre 2020. Et en fait, on s'est retrouvés... 2 mois après, le confinement, quoi. Sans aucune... Enfin, les 5 premiers jours du confinement, c'était vraiment 5 jours, on ne savait pas où on allait. On s'est dit, c'est mondial, on ne sait pas... et toi, tu es là sur ton canapé où tu vois toutes tes commandes qui s'annulent et avec une incapacité à reprogrammer. Donc, j'avais beau faire plan A, plan... C'est quand on t'apprend à faire un business plan. OK, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. On a fait tous ces plans-là. Voilà. Et en fait, tu ne sais pas. Ouais. Et ça fout une claque. Et ça fout une grosse claque parce que tu as l'impression que tu maîtrises plus rien, ce qui est vrai en fait. Là, en l'occurrence, on maîtrisait absolument rien. Mais c'est là que tu vois que y a des choses qui sont beaucoup plus puissantes que ta propre organisation et que à chercher à les maîtriser, tu t'épuises pour rien. Et ça m'a mis cette claque-là. Après, la bonne nouvelle, si on revient là-dessus, c'est que de cette contrainte est née une opportunité de travailler avec des clients sur toute la France qui n'était même pas envisageable au début. Je m'étais mis des propres œillères, je travaille avec mon réseau, c'est super, local, circuit court, ce qu'on veut, etc. L'ouverture de la visio, finalement, à grande échelle, dans nos métiers du conseil et de la formation, pour nous, ça a été une super opportunité. Donc, si tu veux, tu vois, à partir de là, je n'aurais jamais imaginé travailler avec des clients sur la France entière aussi rapidement et dans ces conditions-là, qui sont de la visio sans prendre de train tous les 3 matins. Et en fait, c'est possible. Donc, du coup, quelque chose que je n'avais pas imaginé arrive, avec plein de choses positives derrière, et quelque chose que je n'avais pas imaginé, et côté négatif est arrivé aussi. Donc en fait, t'es là, tu te dis, mais en fait, je maîtrise rien. Et donc, quand tu te l'appliques ça à toi-même, tu te dis, en face, c'est pareil. Quand je recrute des personnes, je maîtrise rien. Par contre, je dois être très clair avec mon projet, très clair avec ma vision, et très clair avec ce que j'attends à l'instant T, et très clair avec ce que je pense attendre à l'instant T+1. Donc en gros, je me suis plus concentré sur la clarté de la vision, la clarté de ce que j'attendais et des évolutions possibles, tout en partant du principe, encore une fois, je maîtrise rien. Okay. Donc, puis tu me diras si je l'ai bien fait, parce que pour le coup, t'es peut-être une des preuves pour dire si j'ai bien fait ou pas, mais l'idée, c'était de dire, aujourd'hui, voilà qui on est, voilà ce dont on a besoin maintenant, et en fonction de si ça marche ou pas, avec plein de facteurs, il y aura plein de pistes possibles à explorer, et donc, une des compétences qu'on recherche, ou en tout cas qui est attendue, c'est l'agilité et des personnes qui sont hyper curieuses de se dire il peut y avoir plein d'opportunités, mais de comprendre qu'elles ne les voient pas encore maintenant. Et de ne pas arriver à se projeter sur quelque chose qui est inexistant, mais en partant du principe que cette chose existe. Mais on ne sait pas laquelle. Et donc, du coup, c'était vraiment clarifier ça. Clarifier aux personnes que l'on rencontrait, de dire on a plein de projets, on a plein d'outils, on a un vrai bac à sable pour s'amuser, voilà, un côté école, on va dire ça comme ça, pour montrer un peu le côté fun, parce que c'est de l'expérimentation. Et si t'aimes jouer, et si t'aimes te dire, on va pouvoir aller dans plein de directions différentes, quel que soit ce qui va nous tomber dessus, ça va être ton terrain de jeu. Par contre, il faut accepter la contrainte de ce modèle-là. Manque des fois de visibilité, peut-être stress de se dire mince, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, capacité à arrêter quelque chose presque du jour au lendemain et d'en reprendre un autre pour des raisons X, Y, Z. Ça, c'est le côté, on va dire, plus négatif, mais qui va avec l'autre côté. Donc, tu vois, quand tu es clair là-dessus, alors du principe que, en tout cas, toi, tu donnes les moyens. Après,
La personne en face, elle a une manière de réagir. Elle peut adorer le projet et être comme ça et dire ok, ou elle peut ne pas adorer le projet, mais avoir un autre système de contraintes derrière, dire de toute façon j'ai besoin de bosser, ou je devais dire oui, entre guillemets, et je vais rejoindre l'aventure, parce qu'ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Moi de toute façon, il faut que j'ai un loyer à payer à la fin du mois, il faut bien que je rentre de l'argent, quoi. Et c'est là-dessus où, quand tu manages, c'est sur ça qu'il faut que tu sois attentif. Et puis ce qui est accepté aussi à l'instant T peut changer. Tu l'as dit, en fonction de situation personnelle, professionnelle ou autre, le lendemain, en fait, finalement. Donc, c'est vrai qu'il y a à la fois choisir le bon profil, mais aussi pérenniser, dans un sens, ce profil, de manière à ce que même s'il y a flexibilité, adaptabilité, etc., en fait, que même sur le long terme, on travaille ça de manière régulière. Ce que tu as fait au tout début, je parle en connaissance de cause, ce que tu as fait lorsqu'en tout cas tu m'as embauché, c'est effectivement m'expliquer les valeurs, les principes, là où vous imaginez avec Opens, à N+1, N+2, etc. Sans savoir si moi j'allais rester déjà aussi longtemps, parce qu'on a signé initialement un premier contrat d'1 an en alternance. Mais effectivement, quand on a quand même pris la décision de continuer en master et maintenant continuer en CDI, il y a quand même à chaque fois des échelons où on a continué à échanger sur qu'est-ce qu'on attend de nous, enfin en termes d'équipe, qu'est-ce que tu attends aussi de mon travail, comment est-ce que tu vois les choses. Et moi, j'ai aussi la place de dire qu'est-ce que je vois évoluer, qu'est-ce que j'aimerais tenter. Aujourd'hui, voilà, je suis partie d'un poste de chargée de communication. Aujourd'hui, je suis chef de projet sur certaines missions. Entre-temps, on a évoqué la stratégie marketing. Je m'en occupe pleinement, là où avant, tu m'épaulais. Mais ça a vraiment été un travail, finalement, de montée en compétences et d'évolution qui a vraiment été... Alors c'est devenu presque une citation, mais une amélioration en fait continue. Qu'en fait, t'es qualiticienne, ça. T'es qualiticienne. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à co-construire en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis hyper admirative, parce que je me rends compte qu'en termes toi de management, tu as quand même... On parle qu'en interne, mais tu as quand même 3 profils hyper différents en plus que tu manages. Et avec ces 3 profils, tu as quand même réussi à créer un lien qui est assez puissant finalement pour, comme tu as dit, presque du jour au lendemain déjà changer les projets et ensuite les accompagner sur le long terme à monter en compétences. Et, Je pense que tu as résumé des mois et des mois de cours de management. C'est clair. Voilà, c'est bon, voilà. On peut faire économiser du temps et de l'argent à pas mal de personnes. Tu as résumé l'essentiel. Tu disais que tu avais connu des managers différents. On avait un point commun, c'était l'importance de la communication. Ça, on va pas revenir dessus. Je pense que vraiment la communication comme structuration de la relation, et pas seulement comme logique de dialogue, on est d'accord, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'autre point, tu viens de le citer, c'est la capacité à accompagner les équipes, quel que soit le système de contraintes que tu as autour de toi, pour que ces équipes-là arrivent pleinement à développer, autant que faire se peut, une autonomie sur les sujets que tu leur as confiés. La majorité des problèmes en management vient aussi de là. C'est-à-dire qu'on a des managers qui ont besoin de compétences de suite, opérationnelles à 100%, et de se dire, voilà, j'ai besoin de déléguer et j'ai besoin que ça soit fait à ma place. Jusque-là, ça paraît logique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles tu vas embaucher. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin qu'on t'épaule. Sauf qu'en fait, ils ont fait la moitié du chemin, parce qu'après, ils recrutent quelqu'un, ils disent « Ah, super, j'ai pris quelqu'un, alors peut-être avec beaucoup d'expérience, c'est pas le sujet, même qui maîtrise peut-être mieux le sujet que le manager, ça c'est possible. » C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais sauf qu'ils ont oublié quelque chose d'important, c'est l'acculturation de la personne à l'entreprise. Demain, tu peux faire de la communication, du marketing chez nous, tu développes forcément des compétences. Il n'y a pas de sujet, des compétences techniques réelles, des compétences d'analyse, de strat. Ces compétences, elles sont complètement transférables. Tu vas dans une autre structure demain, tu peux dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait précédemment, tac, 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 tac. Donc ça, tes compétences techniques. Mais de l'autre côté, tu as la manière dont le manager, voire le dirigeant, ça dépend de la taille de la structure, voit les choses. Et comment il veut que les équipes travaillent. C'est-à-dire que la manière dont moi j'aime bien que les équipes travaillent n'est pas forcément la même manière chez un autre manager. On est d'accord. Et ça, on ne prend pas le temps d'acculturer les gens à ça. On ne prend pas le temps de dire nous, c'est comme ça qu'on travaille, c'est pas une culture d'entreprise. Et en fait, ça se voit beaucoup dans les grands groupes.
parce qu'il y a un travail qui est fait sur la culture d'entreprise, pour la marque employeur, etc. Mais en fait, dans les plus petites structures, peu de personnes qui s'interrogent sur la culture d'entreprise. Je ne parle pas des valeurs, hein, je parle vraiment de la culture, c'est-à-dire ce qu'on attend en interne des personnes qu'on recrute. Alors tout le monde va me dire, ah ben oui, de l'autonomie, machin. Ouais, mais c'est quoi l'autonomie chez toi ? Ma définition de l'autonomie, ta définition de l'autonomie, on n'aura peut-être pas la même. Donc ça sert à rien de mettre des beaux mots sur des toiles, même si nous on en a, hein, c'est pas le sujet. Ah oui, on a une grande fresque, il y a plein de bons mots. Mais en fait, derrière, c'est surtout se mettre d'accord sur c'est quoi que j'attends. Moi, par exemple, la définition de l'autonomie, c'est pas que la personne, elle fasse toute seule quelque chose dans son coin. La définition de l'autonomie, c'est qu'elle prenne un projet à bras-le-corps et qu'elle sache correctement utiliser les personnes qui l'entourent au bon moment. Donc, je donne un exemple. Tu as cité tout à l'heure que maintenant, tu es en autonomie sur la strate marketing. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus là. Ça veut dire que je suis utilisée à certains moments parce que tu sais quand aller utiliser les bonnes ressources au bon moment. C'est ça ma définition de l'autonomie. C'est pas je te confie quelque chose et puis je veux que ça se passe bien et tu te débrouilles. Voilà, c'est ce côté-là. Tu poses la question à beaucoup de managers, si tu leur demandes c'est quoi l'autonomie, je sais pas s'ils vont répondre aussi brut que ça, mais je suis sûre que dans leur tête, c'est je te donne un sujet, vas-y, fais-le. D'ailleurs, je te paye pour quelque chose. Tu entendras souvent cette réflexion, mais t'es bien payé pour ça. Donc si t'es payé pour ça, faut que tu le fasses. Et souvent, on confond en fait finalement cette partie un peu lien de subordination. Je te donne des éléments à faire, il faut que tu sois performant parce que tu es payé pour quelque chose, avec des résultats qui sont attendus. Et derrière, finalement, ce qu'on attend réellement des personnes pour qu'elles mènent à bien leur fonction et quelles conditions on leur donne pour qu'elles mènent à bien. Et la condition, c'est souvent la qualité du management. Et la qualité du management, c'est accompagner dans le droit à l'erreur, c'est arriver à stimuler, c'est arriver à cadrer aussi les éléments, c'est dire quand ça va, c'est dire quand ça va pas. C'est tout ça en fait. Et c'est pas juste partir du principe qu'on recrute un profil senior et que ce profil senior, parce qu'il est senior, il va nous prendre moins de temps qu'un junior. Sur la partie technique, techniquement oui. Pas sur la partie acculturation. Pas sur la partie vision, non, il fait pas le gars, il vient d'arriver. Il vient d'arriver dans une boîte, il en a fait d'autres, il arrive avec son bagage, il arrive avec son bagage émotionnel aussi, avec ses autres managers, avec sa vie à lui, enfin tout ce qu'il a rencontré en positif, en moins positif. Donc il arrive et puis là il rentre dans une structure et il doit s'acculturer. Qu'est-ce qu'un manager fait pour qu'il s'acculture ? Aujourd'hui, pas grand-chose. On a des rituels, hein, le petit déjeuner, pas de sujet, parcours d'intégration. Ça, c'est très RH. Et c'est très bien, c'est structurant. Mais pour le coup, là, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de parcours type. C'est le temps, le respect, l'écoute, le feedback. Point. Pas besoin de faire 14 000 écoles pour ça. Il y a juste besoin de se dire, les gens, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de se sentir entendus. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent venir poser des questions. Et ils ont besoin d'avoir un retour sur la qualité de leur travail ou la qualité de leur posture. Oui. Point. Si tu gardes ça en tête, pour moi, tu travailles sur l'acculturation. Et après, tu as tout le reste. On parlait de parcours d'intégration, le fait que la personne se sente accueillie, le petit déjeuner, machin, pas de souci, les goodies, etc. C'est très important. Mais ça vient juste appuyer, pour moi, l'étape d'avant. C'est tout bête, tu vas me dire, ça paraît être... logique. Qu'est-ce que c'est pas fait ? Alors, je ne crois pas que ce soit logique là, par contre. Mais qu'est-ce que effectivement, je trouve que c'est facile à dire. Enfin, en tout cas, je sais qu'on voit beaucoup d'articles, de podcasts, d'interviews, un peu comme celle-ci, où ça va être des mots qui vont être dits. Mais dans les faits... Bienveillance. Voilà. Exactement. Mais dans les faits, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui en ressort. Voire même, c'est encore pire, ce que je vous disais d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, c'est que je me sens parfois obligée de justifier quand j'explique que je suis dans déjà quand j'explique que je suis dans un cabinet conseil, il faut que je justifie le cap conseil en disant que non, on n'est pas tous absolument ignobles et on ne brasse pas tous de l'air pour arnaquer nos clients. Les préjugés, les voilà. Et en plus de ça, je dois expliquer que du coup j'ai mes patrons qui y sont et justifier le fait que vous soyez, c'est nul mais gentil. Ah oui, c'est vraiment ce truc de non mais en fait je suis très bien là où je suis, mes patrons ils sont top, j'ai un management qui est génialissime, j'ai des outils qui sont mis en place pour me sentir le mieux possible, enfin vous vous rendez pas compte à quel point je me sens grandir en fait dans cette boîte, et le fait de
devoir justifier quelque chose qui, en fait, devrait être normal, surtout avec les nouvelles générations de travailleurs qui attendent, en fait, ça, je trouvais ça triste. Non, mais c'est triste, ça. C'est triste. Après, donc, c'est que ça doit pas être logique pour tout le monde. Après, tu as la fameuse opposition patron-salarié, manager, collaborateur, etc. Oui. De base, en partant du principe que chacun a son parti pris et chacun a son intérêt et que ces intérêts-là sont complètement divergents aussi. Exemple, manager, de toute façon, les salariés, l'objectif, c'est qu'ils en fassent le moins possible. Ça, c'est préjugé côté salarié. Enfin, côté manager. Côté salarié, ça va être de toute façon, mon patron, il sert à rien et il va s'approprier mon travail pour briller aux yeux de son directeur à lui, etc. Ça, je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Mais on est sur des préjugés qui sont systématiquement entretenus. Et là, on rentre dans des biais de confirmation. C'est-à-dire que si tu rentres dans une boîte et tu te dis, mon manager, il y a 90% de probabilité que ça soit pas un mec bien. Tu vas aller chercher chaque fois des infos qui vont te confirmer que tu as raison. Et tu vas en trouver. Il suffit qu'un jour, il soit mal luné et qu'il s'adresse mal aux personnes. Bon, voilà, c'est pas excusable, mais ça arrive, on est tous humains. Et de là, tu vas arriver sur une intime conviction qu'en fait, ça y est, tu as ta preuve. Petit à petit. Et l'inverse est possible. Et l'inverse est souvent possible aussi. Enfin, je veux dire, le fait que le manager arrive et dire, voilà, ils sont là, ils arrivent, là, ils sont en train de regarder des trucs sur leur téléphone. C'est bien que ils cherchent tout pour rien foutre. Voilà, clairement. Et donc, à un moment donné, par des logiques rationnelles, des faits, tu vas arriver à en tirer une conclusion. Et cette conclusion-là va juste aller appuyer cette sorte de lutte des classes de toute façon, qui date depuis qu'il y a du travail, je vais dire. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Mais du coup, on parlait de dialogue et de communication, ça rend tout dialogue et communication. Puisque tu pars du principe que on se regarde, toi je pars du principe que je vais essayer de m'approprier ton travail pour briller, et moi je pars du principe que si je ne te surveille pas, tu vas rien faire. Donc du coup, si je suis convaincu de ça et que tu es convaincu de l'autre fait, on a beau se parler, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Ou en tout cas, on ne va pas réussir à faire quelque chose de constructif. Donc déjà, le premier point, ça va être de travailler sur cette culture-là, arrêter d'opposer systématiquement les partis. Si je peux me permettre, on n'est pas dans la politique, mais dans l'idée, c'est là, on s'oppose. Après, dans la négociation d'entreprise, avec le rôle, des instances représentatives du personnel, il y a cette logique-là. Mais à la limite, eux, ils ont des rôles et leur fonction, c'est la défense des droits, donc qui s'y opposent, j'entends, mais de manière globale. C'est pas parce qu'il y a ces oppositions qui existent que de la co-construction, quand je dis la vraie co-construction, n'est pas possible. Et on m'a toujours défendu, mes anciens patrons ont toujours défendu ce que je te disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne surveille pas les salariés, pour le coup, il se passe n'importe quoi. Et à juste titre, dans certains cas, c'était le cas. Ah, mais de toute façon, on est d'accord mais de là, je me dis, mais est-ce que... Est-ce que c'est une globalité pour autant Est-ce que c'est une globalité ? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour éviter ça ? C'est aussi la responsabilité de se remettre en question. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ne trouvent pas de sens au fait de rien vouloir faire et d'essayer de faire le minimum syndical, comme on dit, malheureusement pour les syndicats, c'est vrai l'expression, mais le minimum syndical, pourquoi ? Est-ce que c'est un type de profil qui existe vraiment et qui se retrouve dans ma boîte ? Possible. Dans ce cas-là, poser des questions sur mon recrutement. Première responsabilité. Deuxième, c'est est-ce que si c'est pas ce type de profil-là, pourquoi est-il devenu comme ça ? Qu'est-ce qui, dans l'entreprise, qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait le conduit ? Et là, je reviens sur le feedback. Non, mais c'est tout, le respect, le fait d'écouter. Et pas juste de parler, vraiment d'être dans ce qu'on appelle l'écoute active. C'est pas parler, l'écoute active. Donc, c'est laisser l'autre parler. Déjà, à partir de là, il y a des éléments qu'on voit qui ne sont pas faits dans les entreprises rien que par rapport à ça. Mais c'est ça, en fait, clairement. Donc, dans tous les cas, si tu dis, de toute façon, dans ma boîte, j'ai que des gens qui foutent rien, soit tu as un problème de recrutement, soit tu as un problème de management. Mais dans tous les cas, tu peux potentiellement agir dessus. Donc, voilà. C'est ça qui va pas. Et pareil pour des collaborateurs qui vont dire de toute façon, mon manager il prend le lead, mon manager il est comme ci, mon manager il marcelle, j'en sais rien, je passe tout ce qui peut se passer. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu actives comme moyen comme mécanisme de défense ? Qu'est-ce que tu actives pour... Est-ce que tu l'as dénoncé ? Est-ce que tu en as parlé ? Est-ce que tu en as parlé tout court ? Est-ce que tu as dénoncé ? Pourquoi tu pars pas ? Pourquoi tu mets pas en place une stratégie pour partir ? Si vraiment tu penses que c'est compliqué et insolvable,
il y a un moment donné, il faut que tu casses cette inertie-là. Donc, c'est aussi cette remise en question-là. Je ne veux pas dire que c'est simple, hein, quand tu as quelqu'un, quand, encore une fois, on l'a vu, tu as des factures à payer, etc. Tu ne peux pas forcément partir comme ça du jour au lendemain, mais tu peux organiser une stratégie de départ. Là-dessus, en tout cas, tu peux tenter de faire des choses. Donc, quand tu es dans cette inertie-là, et que tu es par contre dans la plainte et dire de toute façon, etc., en fait, c'est tu reconnais la responsabilité de l'autre, mais tu n'assumes pas la tienne. Ça, c'est une des autres bases du management, c'est la responsabilité partagée. Personne n'a tort à 100%, personne n'a raison à 100%. À un moment donné, il faut faire 50-50 et voir où on en est pour rectifier le tir. Ok, donc là, tu as un peu expliqué ce que tu attendais, enfin, ta manière en tout cas de transmettre ce que tu attendais des équipes. Ouais. Mais à contrario, quels sont les éléments que tu ne pourrais plus jamais voir dans ta boîte? C'est clairement. Une question. Alors, c'est une très bonne question et je sais très bien ce que je veux pas non plus. En fait, je ne supporte pas les gens qui ne sont pas proactifs. Ok. Désolé, c'est la double négation, mais c'est important. Ouais. C'est-à-dire que tu arrives sur ton lieu de travail, que tu allumes ton PC, jusque-là tout va bien, jusque-là ça va, je tolère. Hein. Faire couler un petit café. Voilà, tout ça, jusque-là tout va bien. Et t'es là comme ça et tu dis je devais faire ça. Ouais. Mince, je ne peux pas pour XY raison. Je sais pas, exemple, tu devais te former à l'utilisation d'une caméra. La caméra n'est pas encore arrivée, il y a un délai, un retard de livraison. Bon, tu avais prévu ta demi-journée sur ça, tu peux pas le faire. Et t'attends. Et t'attends. Et tu attends. Ok. Parce que c'est ce que tu devais faire et voilà. Et tu dis je peux pas le faire, c'est dommage, hein. Je peux pas le faire. Ça existe. Hein. C'est des profils qui existent, qui ont vraiment, j'en ai connu, et il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en créant Open, j'en ai connu. Le côté où tu pars du principe que on te donne du travail, et si on a le malheur de ne pas te donner suffisamment d'éléments à faire au cas où le précédent ne soit pas réalisable, et bien t'attends. Mais ça, on est d'accord que c'est quand même quelque chose de... Enfin, j'ai du mal à conceptualiser ça dans une TPE. Non, mais parce que, pour le coup, chez Open, ce qu'on a bien tous, c'est le côté vraiment polyvalent, hyper flexible, adaptabilité, tout ça, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais du coup, je veux dire, moi, si j'ai une demi-journée qui se libère là demain, je suis la plus heureuse du monde parce que ça me permettrait d'avancer sur d'autres sujets. T'as plein de to-do, entre guillemets, t'as plein d'éléments où tu te dis, alors tu vas prendre un petit temps pour te réorganiser, tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire qui me permettent d'avancer. On est d'accord. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup de mal à conceptualiser ça, mais ça existe. Donc, c'est des profils qui sont plus dans l'exécution, qui ont besoin d'un cadre. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur la clarification de la vision. Quand c'est vraiment important de dire aux personnes, toi, ce que tu attends, pour qu'elles puissent ou pas se reconnaître là-dedans, et que tu puisses aussi, toi, identifier que quand tu leur parles, est-ce qu'elles prennent peur ou est-ce qu'elles ont les yeux qui brillent. C'est très clair dans la manière dont tu présentes les choses. Mais oui, t'as des profils qui sont plutôt comme ça, qui n'arrivent pas justement à être dans cette fameuse autonomie dont on parlait aussi avant, qui est le fait de se dire, à un moment donné, je sais comment utiliser mon temps, je sais comment réorganiser mon temps, je sais comment allouer mes ressources au bon endroit, au bon moment, indépendamment finalement de l'agenda et des aléas qu'on peut rencontrer. Voilà. T'as des personnes, c'est pas possible. Et en tout cas, c'est pas possible, en tout cas à ce stade-là, au stade de la collaboration, ce n'était pas possible pour elle. Okay. Et tu vas me dire comment c'est possible de faire ça en TPE, parce que en petite équipe, on voit tout, on est d'accord. Oui et non. Dans le conseil, il y a beaucoup de moments où finalement, moi, par exemple, je ne suis pas au bureau. Je suis chez des clients, je me déplace, ou je suis en visio toute la journée. Non, il y a plein d'éléments que je ne peux ne pas voir. En tout cas à l'instant T. Et surtout que je ne peux pas gérer. Alors que si on arrive vers moi en me disant qu'est-ce que je peux faire, j'ai une demi-journée de libre, non, je ne peux pas gérer ça. Je suis incapable de gérer l'emploi du temps des gens à distance comme ça. Je veux bien donner des lignes directrices, des projets, des deadlines, et suivre ces projets, les accompagner mais pas organiser leur agenda. Enfin, pour moi, déjà, ça n'a pas de sens. Et premièrement, c'est logistiquement impossible. Je dois d'abord bien gérer le mien. C'est clair. Donc gérer, c'est juste pas possible. Donc effectivement, quand on est face à des profils comme ça et qui manquent de proactivité, donc moi je le vois en défaut, c'est pour ça que je dis que ça manque, dans certaines entreprises, c'est recherché. C'est des personnalités qui ne font pas de vagues. C'est des personnalités, tu leur donnes quelque chose, c'est fait. C'est fait généralement dans les temps.
c'est bien fait, c'est pas mal exécuté, mais par contre, il n'y a aucune remise en question des éléments, il n'y a aucun challenge derrière tout ça, mais en tout cas, c'est exécuté. C'est pour ça que c'est vraiment le terme d'exécution. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de prise d'initiative, il n'y a pas de curiosité. Bon, bah voilà, on te donne un projet, on te dit c'est comme ça, il faut que tu fasses comme ça, il y a des étapes à suivre, tu suis les étapes. Généralement, ces profils sont relativement rigoureux aussi, hein, c'est pas le sujet. Ben, du coup, dès qu'il y a un aléa, fin du game, quoi. Donc ça, c'était le premier profil que tu ne veux plus jamais rencontrer les en personnes entreprise. qui manquent vraiment de proactivité. Très bien. On va dire ça comme ça. Deuxième, enfin, peut-être pas un profil, hein, c'est un trait de personnalité, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un, enfin, ce sont les personnes qui travaillent trop solo. Ok. Voilà. À un moment donné, t'as besoin des autres. T'as besoin de dire quand ça va pas, etc. Et si tu t'entêtes à vouloir tout faire par toi-même et à essayer de résoudre des choses sans faire marcher l'intelligence collective, ben c'est là où, en fait, pour moi, c'est le début de la fin. Quand je dis c'est le début de la fin, c'est que, certes, tu vas avoir des personnes hyper spécialisées, hyper compétentes, mais déjà, elles détiennent toute la compétence, puisqu'elles travaillent toutes seules dans leur coin, donc il n'y a pas de mutualisation, et voilà. Et de l'autre côté, à vouloir s'entêter d'aller trop sur un sujet tout seul dans son coin sans partager, c'est aussi se fermer des portes de réflexion et d'ouvrir un peu ses chakras. Te dire, ah ben mince, je l'avais pas vu comme ça. Et peut-être des fois partir dans le mauvais sens et s'acharner dans le mauvais sens. Donc, ça se traduit comment en entreprise ? C'est quelqu'un qui vient jamais demander, alors c'est pas de l'aide, hein, mais c'est pas forcément de l'aide, mais en tout cas qui ne partage pas grand chose et qui partage jamais les éléments qu'il construit ou qui va dire comment ça se passe sur un projet, mais tout va bien, par exemple. Voilà. Oui. Après, il n'y a pas d'échange, quoi. Ouais, pas d'échange. C'est aussi le rôle du manager de lui dire non mais dis-moi en plus, de mettre les jalons qu'ils font pour aller chercher l'info. Moi j'ai pas envie de faire ça. Voilà, c'est clairement, j'ai pas envie d'être avec une personne lui tirer vers du nez. Non, mais ça se passe comment ? Non, mais décris-moi les éléments. Mais là, ok, pourquoi t'as fait ça ? Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans l'interrogatoire. Et le problème avec ces personnes qui sont très solo et qui ont envie d'aller au fond des choses par elles-mêmes et pour elles-mêmes, entre guillemets, encore une fois, c'est que elles vont répondre par oui, non, peut-être, non, mais tout va bien, etc. Et t'es obligé d'aller dans une logique d'investigation. Et moi, j'ai pas envie. Ça va m'énerver, ça va se voir sur mon visage. Et puis... Oui, parce que faut savoir quand même que tu ne sais pas trop bien cacher tes émotions. Mais ça fait quand même partie, je trouve, ça rentre en fait dans la communication dont on parlait, mais aussi dans la transparence, parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai retenu, je divague complètement, mais ça me fait vraiment penser à ça, c'est bien un truc que j'ai retenu quand même chez Open, c'est qu'on est ultra transparent. Et ça passe par la mutualisation des compétences, des connaissances, des projets. L'apérologie. L'apérologie et pas l'art de l'apéro, n'est-ce pas ? Je crois que ça peut les deux. Moi, je suis OK pour celui-là. Moi, je préfère celui-là quand même. Mais non, mais effectivement, c'est vrai que la transparence, c'est une des valeurs qui nous caractérise, parce qu'on l'applique tant en interne, donc notamment toi à travers ton management, et tes équipes aussi à travers ce qu'ils vont... Inviter à le faire, en tout cas. C'est ça. Et aussi dans nos méthodes de travail, finalement, que ce soit nos clients, nos projets, nos prescripteurs. Voilà. Je faisais une petite parenthèse en disant que ça faisait entièrement partie de toi aussi. Ça fait avancer les choses, quoi. Ouais. Après, à un moment donné, dire ça va, si ça va pas, ça aide. En tout cas, nous, dans les secteurs dans lesquels on travaille, on a remarqué que dans les secteurs de l'industrie et du BTP, ça, ils savent très bien le faire. Ça va pas, ils le disent, ça va, ils le disent. Qu'est-ce que ça fait avancer les éléments ? Après, il faut laisser les susceptibiltés de côté. C'est-à-dire, à un moment donné, tu t'as beau te donner à fond des fois sur un projet, peut-être ça ne peut ne pas aller. Il faut différencier l'effort du résultat. Et ça aussi, ça fait partie des éléments qu'il faut apprendre en management. À un moment donné, beaucoup de managers, j'en ai marre, je répète. Bah, de toute façon, c'est ton job. Hein. Si tu vas répéter, mon pauvre, si tu es manager et que tu es parti du principe que tu vas dire une fois et que ça va être appliqué, désolé de te décevoir, ça va se passer comme ça. Donc, la répétition, etc. Donc, c'est important de se dire, l'effort que tu vas mettre peut être différent du résultat que tu vas obtenir. Des fois, les efforts ne sont pas suffisamment bien calibrés, bien mis, machin, etc. Donc, il y a toute cette réflexion-là. Mais la transparence, ça fait gagner du temps. C'est-à-dire, là, ce que tu as fait, ça ne me convient pas. Ça ne veut pas dire que la personne est nulle. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, il y a un écart, finalement, entre ce qui était attendu et ce qui est réalisé. Bon, d'où vient cet écart ? Peut-être ça a été mal expliqué, ça a été mal compris. Ou alors, un gars un peu solo qui est parti dans son coin et, comme je te disais tout à l'heure, qui est un peu parti dans ces éléments-là et qui, du coup, a fait sa petite vie et a oublié les attentes initiales. Enfin, il y a plein de raisons.
au moins se le dire. Bon, et faire ce qu'on appelle en entreprise, on adore ce mot-là, des REX, des retours d'expérience. Bah oui, mais alors on se moque, mais c'est bien, c'est de se dire qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a échoué. Et est-ce que je peux faire quelque chose sur les raisons de ces échecs ou la raison de ces réussites que je peux reproduire et faire. C'est juste ça. Et moi, toute ma pensée, elle est tout le temps comme ça. Dans ma vie au quotidien. Oui, c'est épuisant, même moi je m'épuise. Ouais, franchement, si même ça tu le processises et tu capitalises ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et tout. En tout cas là-dedans, je ne dis pas que c'est tracé tout le temps partout, mais en tout cas de se dire ça a été un facteur clé de succès. Ça par contre, on pourrait l'éviter. Et des fois, on peut pas. Des fois, c'est une succession de facteurs qui fait que, mince, oui, c'est passé ça, et ça engendrait ça. Sur quoi j'aurais pu travailler ou intervenir. Pas grand-chose, ça n'aura pas changé la fin de l'histoire, quoi. Donc, bon, non. C'est plutôt, c'est vraiment, comme on disait au tout début, c'est le vrai lâcher prise. En fait, un bon manager, c'est quelqu'un qui lâche prise. Ouais. Mais pas qui se déresponsabilise, c'est pas la même chose. Hein. Vraiment qui lâche prise. C'est-à-dire, à un moment donné, je peux pas tout gérer, mais je dois bien gérer ce qui est dans mon cercle à moi, sur quoi j'ai de l'influence. C'est tout bête, mais déjà, rien qu'appliquer ça, ça change drastiquement le management. Ok. Et un troisième profil, du coup, que tu souhaiterais ne jamais retrouver chez Opens ? Ouais, si. Désolé, c'est que des éléments très caricaturaux, finalement. C'est la personne qui va apporter des critiques, alors généralement négatives, qui soient pas construites, en fait, non constructives. Au sens où c'est plutôt pour son intérêt personnel et pas l'intérêt collectif. J'ai connu ça dans pas mal de structures, pas forcément directement en management, mais je l'ai vu chez nos clients, où on a des personnes qui vont défendre avant tout un intérêt individuel au nom du collectif, mais qui est d'abord pour sa pomme. Généralement, c'est des personnes qui sont jamais contentes, sont tout le temps en train de râler. Mais pas râler parce que la machine à café marche pas, ça tu peux râler, ou parce que tu as un client qui a été désagréable avec toi, mais surtout, notamment sur « Ah ouais, mais de toute façon, ce projet, on est tout le temps à la rue, on n'arrive jamais à être dans les délais, et lui, il sait pas communiquer, etc. » Et jamais apporter quelque chose derrière pour améliorer. Ouais. C'est que solution, critiquer, quoi. C'est dire ça va pas. Mais qu'est-ce que tu proposes ? De toute façon, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est ce genre de profil. Ouais. Je comprends. Ça tire vers le bas. Oui, voilà, c'est clair. Ça veut pas dire que c'est fou, ce qu'il dit. Non, mais ça fait avancer personne. Oui. À part, ça tu le retrouves aussi dans la vie. De toute façon, les gens qui sont en entreprise, breaking news, ils sont aussi dans la vraie vie. Mais non. Oui. Et donc, du coup, tu retrouves ces profils-là qui te disent mais de toute façon, ça sera jamais ça, et si, machin. Et c'est que des mais sans avoir un élément pour sortir de la crise. Je te génère une crise, mais j'en sors pas. Alors, je sais pas s'ils aiment ça, peut-être. Oui, mais peut-être qu'ils se complaisent finalement dans... J'en sais rien, mais ça, je peux pas. C'est-à-dire, si tu m'apportes un problème, je veux que tu me donnes des axes de réflexion sur la solution. Alors, ça serait trop... je peux pas demander à chaque personne de trouver une solution au problème qu'il identifie. Tu peux identifier un problème et ne pas connaître la solution, ne pas entrevoir la solution. Mais je veux pas que tu arrives avec un comportement en disant « Écoute, là, ça, c'est de la merde. Point. » Et puis pas systématique non plus. Non, mais aussi. Imaginons, c'est la merde partout, tu as le droit de pointer. Mais si tu arrives et tu dis, voilà, là, on a un problème. Pour moi, on a un problème. Voilà pourquoi on a un problème. Je n'ai pas la solution. Comment on peut la trouver ? Est-ce que je peux aider ? C'est un peu ça. C'est juste se mettre en position de, en fait, on va trouver une solution. C'est peut-être pas moi qui l'ai, mais on va la trouver. Non, mais proactif, finalement. On en revient au proactif. Ouais, mais alors, tu as celui qui va, le premier profil, manque de proactivité, entre guillemets, c'est pas forcément un râleur. Non, on est bien d'accord. Mais je pense, finalement, la posture de la personne rentre quand même dans cet axe-là. Donc, apporter des éléments pouvant amener à la solution, ou en tout cas être dans la réflexion de ça, même s'il l'a pas... La solution. Maintenant, mais ouais. Je te donne un exemple sur une personne qui apporte un problème et deux manières différentes de l'apporter. On va aller sur des choses que les gens, ça va parler à tout le monde. Les rémunérations. Ouais. Okay. Donc, tu peux avoir des personnes dans une entreprise qui, du coup, trouvent que c'est pas le système de rémunération est pas clair. Après 9 entreprises sur 10, c'est pas très clair. Donc, voilà, il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Et ça peut être un problème. Je dis pas que ça l'est forcément, ça peut être en interne. Tu as deux manières de l'amener. Tu as la manière de toute façon, c'est pas clair, ils veulent pas que ça soit clair, ça le sera jamais, cette boîte c'est de la merde, etc. Ok. Pas dire que la personne, de toute façon, peut ne pas avoir la solution, c'est pas elle
qui va forcément décider sur un système de rémunération. Tu as cette première manière de faire. Et la deuxième, tu es arrivé à dire, bon, on va prendre rendez-vous avec les personnes concernées, RH, direction, CSE, je m'en fous, enfin là, ça dépend de la taille de la boîte, et dire, là, aujourd'hui, on constate qu'il y a un climat social tendu, car il y a un manque de transparence dans les rémunérations ou dans le système de valorisation des rémunérations. On ne sait pas qui est payé, pourquoi, ou qui a droit à telle prime ou revalorisation salariale. On n'a pas de visibilité objective là-dessus, et donc on a des difficultés à s'y positionner. Je n'ai pas la réponse, je ne suis pas RH, je ne suis pas décisionnaire, je ne sais pas faire un système de rémunération. Par contre, aujourd'hui, je sens que c'est un sujet au niveau de l'ensemble de l'équipe. J'ai même des personnes qui sont démotivées par rapport à ça. Et donc, j'aimerais qu'on trouve une solution. La solution, je ne l'ai pas, mais est-ce que vous pouvez la trouver ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse appel à quelqu'un à l'externe ? Est-ce qu'on peut confier cette réflexion à quelqu'un dans l'entreprise qui a les compétences pour au moins amener ces éléments ? Est-ce que la porte est ouverte à une discussion là-dessus ? Juste ça. La différence, elle est importante. Alors peut-être qu'effectivement, le premier qui dit « de toute façon, ça ne changera jamais », le deuxième qui a l'autre manière de fonctionner, peut-être qu'il va avoir une entreprise qui va dire « non, il n'y a pas de discussion. On ne veut pas de transparence sur les salaires. » Il faut aussi s'attendre à ce type de réponse-là. Mais en attendant, tu es sûr qu'au moins le deuxième, il peut générer une réponse, un dialogue et une conversation. Le premier, il va juste être un étendard de « ah ben justement, on n'a surtout pas envie d'avoir une transparence parce qu'on a un casse-pied dans l'équipe. De toute façon, quoi qu'on mette en place... » Oui, ça n'invite pas à la discussion, quelle que soit la réponse, ça n'invite pas à la discussion, en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que je dis le râleur professionnel. Moi, j'adore râler. Donc je n'ai rien contre les gens qui râlent. J'en ai contre les gens qui râlent et qui ne bougent pas. Et qui du coup, n'apportent pas non plus des éléments pour construire une réponse. Mettre en relief un problème, ça peut être simple. Par contre, essayer de trouver ou d'apporter sa pierre à l'édifice pour le résoudre, c'est là la différence entre l'individuel et le collectif, je trouve. Voilà. Donc voilà le troisième profil que je peux avoir. Ok. Mais je pense qu'il lui, je veux pas le voir non plus. Personnellement, on a trop une bonne vibe pour. Non, c'est bon. Je pense qu'il n'aura pas de change non plus. Ah non, quelqu'un qui arrive dans un mood négatif. Il n'y a pas de peine accueillie. Il y a des jours avec et sans, on est d'accord, c'est pas le sujet, mais tout le temps dans un mood négatif. Je pense qu'à un moment donné, il se prendra un haut là, même avant que moi j'intervienne. Oui. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet sur ce type de profil. C'est vrai. Voilà. On se projette. Allez, soyons fous. Dans 10 ans. Ok. Il y a 5 ans, j'imaginais pas manager, donc dans 10 ans... Non, mais Open sera bien grandi. L'équipe multinationale entertainment. Au moins, on l'a dit de toute façon, on l'a dit, séminaire sur les îles. C'est parti, l'équipe aura changé, les projets auront évolué, que sais-je, on sera grandi. On verra. Qu'est-ce qui, pour toi, illustrera le fait que tu as été un bon manager ? Alors moi, ça vient surtout de ce que pourraient dire les équipes sur moi. Ça serait pas tant les résultats, par exemple financiers ou le développement, parce que tu peux développer une boîte en étant un manager de merde, tu peux ne pas développer une boîte en étant un bon manager et tu peux avoir les deux bons. Point. Après, pour aller loin, généralement, il faut soit un très bon produit, très clairement, un très bon produit ou un service, mais ce sera très certainement un très bon produit, type, regarde, Uber. Voilà, par exemple. Ce sont de très bons produits qui répondent aujourd'hui, un très bon produit-service à un besoin. Est-ce que derrière, c'est un modèle de management dans lequel on a envie de se retrouver ? Pas forcément. Voilà. Mais, par contre, dans la majorité des cas, si tu grossis sur quelque chose de standard, c'est généralement que tu as embarqué tes équipes avec toi à un moment donné. Voilà. Donc moi, ça serait surtout, comme je te disais, ce que les gens pourraient dire du management. Et si on se projette, tu me dis, imagine, Open s'agrandit, on est d'accord, on n'est pas à ce stade-là. Donc ça veut dire qu'on est plus nombreux, donc ça veut dire qu'il y a aussi des strates intermédiaires en management. Voilà. Ça veut dire que je ne suis plus forcément en direct de toutes les équipes, mais potentiellement, j'ai mon équipe de bras droits, entre guillemets, qui, eux, managent... pour moi, ça serait d'aller voir ce que les gens disent, de mes bras droits, forcément, mais surtout ceux qui sont managés par les gens que moi, je manage directement. Et je me dis, ça serait ça, pour moi, la plus grande réussite, c'est que finalement, j'ai des personnes que j'ai peut-être presque jamais rencontrées, ou très rarement, ou en tout cas jamais vraiment eu le temps d'échanger avec ces personnes-là, et qui décrivent en fait la manière dont ils sont accompagnés dans la boîte, comme moi je l'aurais fait directement.
Quand je dis comme moi, je l'aurais fait dans le côté où des qualités qu'on peut, peut-être pas des défauts d'ailleurs, des qualités qu'on peut donc trouver. Que tu aurais transposé en fait ta manière de manager à tes équipes directes, les grandes lignes, et qui oui, bien sûr, les grandes lignes, tout en respectant le profil et tout, mais que du coup cet exemple en fait de management se répercute encore dans les strates inférieures. En gros, j'aimerais bien aller rencontrer. Alors tu vois, je me projette encore une fois, on va rencontrer des séminaires annuels. Ça nous permet de rencontrer des personnes qu'on n'a jamais finalement, avec qui on n'a jamais vraiment eu le temps d'échanger, ou même qu'on n'a jamais recruté, hein, clairement, hein, c'est possible. Hein. Donc du coup, vous êtes, t'es là dans l'équipe d'Opens depuis quand? Ah, ça fait 1 an, ok, super, t'es dans telle division, etc. Ah, trop bien, donc c'est ton manager, ah oui, c'est Laurine. Ok, super. Et du coup, si tu devais décrire Laurine en quelques mots, comment tu décrirais Laurine, tu vois? Et que là, la personne elle dit, franchement, Laurine, c'est super, parce que si j'ai un problème, je sais que je peux aller lui parler. Mais c'est pas que ça, parce que elle va me pousser vers le haut, elle va me permettre de développer mes compétences, et que je retrouve finalement dans cette personne tout ce que je me dis qui pour moi sont des facteurs clés de succès du management et qui sont pas liés à moi en fait, sont liés à ma compréhension de la situation managériale et de me dire que cette situation-là, elle ne fonctionne que si on met en place certains jalons. Et pour moi, je te dis, le jalon, c'est le respect, le feedback, la communication, l'acculturation, etc. Après, peu importe comment tu le fais. Ton feedback, si tu as envie de le faire, j'ai envie de dire, dans un café avec tes équipes, machin, ou de manière très formelle, très structurée, avec un compte-rendu, ça, je m'en fous du style. C'est pas un style, en fait, que je recherche. C'est plutôt que les lignes directrices qui sont, encore une fois pour moi, des facteurs clés de succès de management, soient compris des managers intermédiaires, soient appliqués et que les équipes, en fait, quel que soit le manager qu'elles ont au moins, en fait, cette sensation d'être dans une entreprise qui valorise et favorise ces conditions-là. Et là, pour le coup, je me dirais, c'est bon, tu as apporté ta pierre à l'édifice et que tu as permis à ton entreprise d'avoir une culture assez saine. Voilà, après, il y a toujours des débats, hein. C'est pas parce que tu as une culture saine que tu n'as pas de conflit. Le conflit, je rappelle, est sain. Beaucoup le fuient, mais il est sain parce que c'est juste 2 oppositions. À un moment donné, sur une vision, on s'oppose. Et ça peut faire avancer les choses et justement déconstruire les oppositions respectives pour arriver à créer quelque chose qui fait bouger la fameuse fenêtre d'Overton. Enfin, pour moi, le conflit est sain. Donc, c'est pas parce que tu es dans une entreprise saine qu'il n'y a pas de conflit. La question, c'est comment le conflit est géré. Ouais. Donc, encore partie des piliers. Si tu as un conflit, tu es manager d'une équipe, tu vois qu'ils s'embrouillent et tu mets la tête sous la table, j'ai rien vu, là, on a un souci. Ouais. Voilà. Par contre, si tu vois qu'il y a un conflit, tu sais c'est quoi le sujet, est-ce que vous avez besoin de moi? On va en discuter et on va trancher. Là, on est bon. Et aussi accepter le fait que les personnes disent non, on n'a pas besoin de toi. On va se débrouiller entre nous et si on a besoin, on vient te voir. Ok. Pour moi, ça serait le top. Pour quelqu'un qui voulait plus manager, ça serait pas mal. Okay. Petit point, je me dis, qui pourrait être sympa. C'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on est manager d'une entreprise. Alors, quand on a une équipe de moins de 20 salariés. Ok. Ça peut être une grosse structure dans laquelle on manage 20 personnes, comme une petite boîte de moins de 20 salariés. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui peut essayer de faire en sorte que ça se passe bien? Donc, on va me dire des réunions, pas forcément, en fait. Les réunions, si on a déjà en place, il n'y a pas besoin d'en rajouter une autre. Ouais. Mais c'est plutôt de se dire, à l'intérieur de ces temps qui sont pris avec les équipes, alors je reformule, si déjà il n'y a pas de points, ni individuel, ni de réunion, faire des points. Il faudrait peut-être y songer. Okay. Voilà. Même si la porte est toujours ouverte, même si on se dit les choses, etc. Même si on n'est que 2, en fait. Juste le temps de structurer les sujets de conversation. Les gens disent, oui, mais on peut en parler. Ouais, mais si ça part dans tous les sens, on parle pendant 3 heures, il n'y a rien qui ressort. Donc, ça veut relever de décision. Voilà. Quelques méthodes comme ça, se dire qu'un point, c'est un ordre du jour, même peut être très vaste, peu importe, mais on sait ce qu'on va aborder. Et à la fin, on quitte ce point avec des relevés de décision. Et une échéance. On en rediscute à tel moment pour voir où ça en est, etc. Donc, déjà, créer ces éléments-là si c'est pas fait. Si c'est fait, et qu'on dit, mais moi j'ai des points individuels, j'ai des réunions, et pourtant ça va pas. Enfin, j'ai l'impression que ça va pas, ça avance pas, etc. Là, il n'y a rien de plus simple. On interroge les équipes. Aujourd'hui, on a des points individuels, on a des réunions. Est-ce que vous estimez, de 1 à 10, l'efficacité de ces réunions, l'efficacité de ces points individuels? 1, pas du tout efficace. 10, très efficace, on continue comme ça.
balance ça aux équipes, on s'en fout de qui a dit quoi. Juste on regarde le score. Voilà. Et à partir de là, déjà on se dit, bon, on va peut-être réinterroger pour voir comment on pourra améliorer les choses. Après, généralement, dans les équipes, t'en as toujours un ou deux qui ont déjà des bonnes idées et qui ont déjà dit, en fait, des choses qui pourraient éventuellement améliorer les réunions. Par contre, c'est pas forcément la parole de tous. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'interroger tout le monde pour dire, ça marche ou ça marche pas. Ok. Et après, si ça marche pas, qu'est-ce qui marche pas? C'est la fréquence, c'est le contenu, voilà. Et après, c'est comme ça qu'on prend des décisions de faire peut-être plusieurs réunions, mais plus courtes, avec moins de personnes, plus ciblées. Parce que la majorité du temps, les gens en management, ils vont te dire, moi, des réunions, la réunionnite. T'arrives, tu sais pas pourquoi. Très français, ça. Ouais, c'est très français. Ouais, mais le pire, c'est ça, c'est qu'en fait, tu demandes aux gens pourquoi ça va pas. 99% du temps, c'est je suis à une réunion, je ne sais pas pourquoi j'y suis. Ou j'ai pas, je sais pourquoi j'y suis, mais j'ai pas eu d'espace d'échange, ça n'a servi à rien en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'en management c'est pareil, si tu fais des choses qui ne servent à rien, tu vas pas guider tes équipes vers le mieux quoi. Ils vont dire ça sert à rien, donc lui à part brasser du vent, c'est tout ce qu'il fait, même si tu essaies de faire quelque chose de bien. Donc c'est plutôt de te dire à un moment donné, demande à tes équipes est-ce que vous êtes senti utile, est-ce que les infos qu'on a échangées ça sert à quelque chose. Si la réponse est non, il faut restructurer, faut pas avoir peur de restructurer. Combien de fois j'ai changé les réunions moi. J'ai dit on fait comme ci, puis après on fait comme ça, puis après on fait des temps plus courts, puis on annule ça, puis après on en refait que ça. C'est quoi l'idée? C'est quoi? C'est que ça serve. Si ça sert pas, on arrête. Ou on change. Donc déjà, premier point, c'est d'arriver à restructurer un petit peu ce temps d'échange. Et après, c'est se poser réellement la question de dire est-ce que quand les gens me disent, viennent me dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, finalement, ça me fait quoi en tant que manager? Est-ce que ça me saoule? Est-ce que ça me rend triste? Voilà, tous ces éléments-là, pour voir en fait au final, est-ce qu'on crée des conditions pour que les gens viennent nous voir et nous disent des choses qui vont pas? Si tu prends systématiquement mal quelque chose quand on vient te parler d'un problème, d'un sujet sur lequel tu as bossé déjà ou qui te fait de la peine, du coup, le fait de réagir comme ça pourrait être un frein finalement à tes équipes de venir en parler. Okay. Donc déjà se poser la question sur ta réaction quand il y a des événements. Au lieu de regarder la réaction des autres. Encore une fois, zone de contrôle. Tu contrôles pas les autres, tu te contrôles toi, potentiellement. Donc, au lieu de dire j'aurais bien aimé qu'ils réagissent comme ça, qu'ils fassent preuve d'eux, qu'ils fassent machin. Toi, comment t'as réagi? Est-ce que t'es aligné avec ta réaction? Si t'es aligné avec ta réaction, bingo, c'est-à-dire que tu seras aligné avec tout le reste. Mais si tu l'es pas en disant ouais ça m'agace parce que ça m'agace que les gens viennent râler alors que je donne le meilleur de moi-même. Ouais, mais si le meilleur de toi-même suffit pas, les gens peuvent râler aussi. Du coup, différence entre l'effort et le résultat, ça s'applique aussi au manager. À un moment donné, peut-être il te manque de technique, il te manque plein de choses en fait qui te permettraient d'aller mieux, ou alors d'écouter différemment tes équipes. Mais si déjà tu te sens contraint, tu te sens jugé par tes équipes, forcément ça freine le dialogue, ça freine la communication parce que tu vas parler de communication non verbale, tu vas envoyer aux équipes toutes ces mauvaises ondes entre guillemets. Si en fait finalement on vient de te voir, je dis c'est pourquoi encore? Là c'est très brut, mais si tu fais oui. Voilà. C'est tout bête, les gens non, ils n'auront pas envie de venir te parler. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu sois. C'est pas le pays des bisounours non plus. T'as tes humeurs, etc. Mais au moins, dans 80 loi de Pareto, 80% du temps, tu sois en accord avec ce que tu es toi. Et surtout, arrêter d'essayer de contrôler les autres. Mais je vais essayer qu'ils soient plus comme ci, plus comme ça. Mais non, tu peux pas. Tu peux donner tes consignes à toi en disant aujourd'hui, je cherche quelqu'un qui soit comme ça. Constat, tu ne l'es pas. 2 possibilités, je peux t'aider à devenir comme ça, si c'est un souhait respectif. Sinon, il va falloir qu'on trouve une solution, parce que ça ne va pas. C'est ça, être manager. C'est pas essayer de changer l'autre sans qu'il sache à ce moment-là, mais si je fais ça et que je lui dis ça, il en a arrête, va. Prends le problème à bras-le-corps, va voir la personne et dis-lui. Dis-lui que ça va pas. C'est prendre son courage. C'est pour ça qu'il y a tant d'harcèlement, en fait, finalement, en entreprise. C'est un manque de courage managérial. Ok. J'aurais jamais additionné les deux. En fait, soit t'as quelqu'un qui harcèle. Ouais. Et on ne fait rien. Oui. Soit toi-même tu harcèles parce que t'oses pas dire les choses en face. J'aimerais bien qu'il parte, lui. Ça, tu étais là, tu te dis, il me saoule, j'aimerais bien qu'il parte. Non, on va lui faire comprendre qu'il faut qu'il parte. Non, tu le prends dans le bureau et tu lui dis, écoute, je pense qu'on n'est plus alignés. Moi, j'ai besoin de ça
toi, apparemment, tu démontes l'inverse, à moins que j'ai mal compris et je te laisse t'exprimer, bon, on va trouver une solution. Tu as encore envie de rester ? Ok, moi non. J'ai pas envie que tu restes. Juste ça. Voilà, donc je vais prendre mes dispositions pour... Après, elle va me dire, oui, il y a le droit, le licenciement, etc. Oui, effectivement, on est bien d'accord, mais pose-toi les questions de pourquoi tu veux pas qu'il reste. Si tu veux pas qu'il reste parce qu'en fait, sa tête te revient pas tous les matins, c'est pas une bonne raison. Réfléchis à ça avant, te dire, tiens, en fait, je ne peux pas, on va dire, licencier quelqu'un pour ça. Par contre, généralement, quand tu te poses réellement, tu te dis, oui, c'est quelqu'un qui n'est plus dans la culture de l'entreprise, ou tire tout le monde vers le bas, ou a un problème de capacité professionnelle, donc je vais essayer de l'accompagner en conséquence. Mais je vais lui dire que ça ne me va pas. Première étape, aujourd'hui ça ne me va pas. Moi je suis prête à t'accompagner mais ça ne me va pas. Est-ce que tu es OK là-dessus ? Et si la personne elle te dit OK, mais qu'après elle ne met pas ses efforts derrière, tu as toute une procédure en France qui existe. Je dis pas que j'encourage pas les gens à licencier, j'encourage pas les gens à aller, on va dire, négocier des ruptures conventionnelles, j'encourage pas les gens à démissionner, j'encourage les gens à prendre position et à respecter cette position-là et à donner les efforts en lien avec cette position, à prendre du coup leurs responsabilités, d'un côté comme de l'autre. Juste ça. Et après c'est juste du dialogue. Encore une fois. Voilà. Donc c'est des petits éléments comme ça, c'est pas avoir peur de dire les choses, c'est pas facile, ça s'apprend par contre. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas, mais je trouve avoir la capacité à dire les choses, ça s'apprend. C'est quelque chose, il y a des techniques en communication, c'est un vrai sujet et je pense que c'est une vraie compétence à développer, mais si c'est un gros développement personnel sur soi et encore une fois être aligné avec ce que tu es en train de dire. C'est comme dirait Stéphane, avoir une colonne vertébrale et s'y tenir. Généralement c'est ce qui manque. Donc, conseil que tu peux donner au manager, c'est d'abord apprends vraiment ce que tu veux et le reste suivra.